Bonjour les amis, bienvenue. Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez et mettez un like si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Quand ma femme m'a envoyé ce message, le père de l'enfant viendra aussi avec nous, j'ai senti le monde s'arrêter net. J'ai relu ces mots une fois, 2 fois, 3 fois. Le père de l'enfant. Pas ton père. Pas le grand-père. Le père de l'enfant. Mes mains tremblaient lorsque j'ai tapé ma réponse. Amuse-toi bien avec ton petit ami. Envoyé. Et ainsi, en 6 mots, j'ai mis fin à un mariage de 12 ans. Mais cette histoire n'a pas commencé ce jour-là. Elle avait commencé bien plus tôt, un après-midi d'octobre qui semblait parfaitement ordinaire. Je suis ingénieur civil. Je travaille pour une entreprise de construction de taille moyenne, rien de prestigieux, mais honnête. Je gagnais bien ma vie, suffisamment pour faire vivre ma famille confortablement. Nous avions une jolie maison en banlieue, 2 voitures, des vacances chaque année. Ma femme, Laura, ne travaillait pas. Nous avions convenu qu'elle resterait à la maison pour s'occuper de notre fils, Matteo, 5 ans. Chaque soir, je rentrais à 7 heures. Nous dînions ensemble, je jouais avec Matteo, puis je regardais la télévision avec Laura. La routine parfaite. La vie parfaite. Du moins, c'est ce que je croyais. Laura était magnifique. De longs cheveux châtains, des yeux verts, un sourire capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Nous nous étions rencontrés à l'université. Elle étudiait le design graphique, mais n'a jamais exercé. Je préfère me consacrer à notre famille, disait-elle. Et moi, naïf, je pensais être chanceux. Un homme avec une femme belle, dévoué à son foyer. Quelle stupidité! Les premières années furent vraiment bonnes. Matteo est né et il est devenu la joie de nos vies. Laura était une mère attentive, toujours organisée, toujours parfaite. Trop parfaite, maintenant que j'y pense. La maison était impeccable, les repas toujours prêts, Matteo toujours propre et heureux. Mais je travaillais tellement que je ne me suis jamais arrêté pour me demander comment elle faisait. Je ne me suis jamais demandé pourquoi elle avait toujours le temps d'aller à la salle de sport, de se faire les ongles, de s'occuper de ses cheveux. Je ne me suis jamais demandé pourquoi son téléphone était toujours posé face contre la table. Il y a 6 mois, tout a changé. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que, le mardi, je rentrais toujours plus tôt à 5 heures au lieu de 7. Ce jour-là, le chantier que je supervisais a rencontré un problème de permis et on nous a renvoyés chez nous plus tôt. J'ai pensé appeler Laura pour la prévenir, lui faire une surprise, peut-être rapporter à manger. Puis j'ai décidé de ne pas le faire. Une surprise, ai-je pensé. La surprise, je l'ai eue. En arrivant devant la maison, j'ai vu une voiture inconnue dans l'allée. Une Mercedes noire, récente, avec des plaques que je ne reconnaissais pas. Mon premier réflexe fut de penser que Laura avait invité une amie. Elle avait plusieurs amis dans le quartier, toujours en train d'organiser des cafés ou des déjeuners. Je suis entré par la porte principale, silencieusement, pour ne surprendre personne. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. J'ai posé mes clés, retiré mes chaussures, puis je suis allé au salon. Vide. À la cuisine. Vide. Et alors je les ai entendus. Des rires. Des rires venant de l'étage. De notre chambre. Le rire de Laura. Et une voix masculine que je ne reconnaissais pas. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'ils allaient l'entendre. J'ai monté les escaliers, marche après marche, chacune grinçant sous mes pieds. La porte de la chambre était entr'ouverte. Et ce que j'ai vu? Ce que j'ai vu m'a brisé. Laura était dans notre lit conjugal, avec un autre homme. Ce n'était pas seulement l'acte en lui-même, aussi horrible soit-il. C'était la manière dont elle le regardait. La manière dont elle riait avec lui. Une façon dont elle ne m'avait jamais regardé depuis des années. L'homme était plus âgé que moi, une 50aine d'années. Bien habillé même en sous-vêtements, une montre coûteuse au poignet. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait irruption. Quelque chose en moi, quelque chose de froid, de calculateur a pris le contrôle.
Je suis redescendu avec le même soin, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer l'audio. Je suis remonté, je me suis arrêté dans le couloir, et j'ai tout enregistré. Leurs rires. Leurs mots. Leurs projets. Mon mari est un idiot, disait Laura. Il ne se doute de rien. Il travaille comme un âne pendant que moi, je profite de la vie. L'homme riait. Et l'enfant, demandait-il. Matteo n'est pas un problème, répondait-elle. Je le dépose chez ma mère et nous avons tout l'après-midi pour nous. J'ai enregistré pendant 20 minutes. Chaque mot. Chaque rire. Chaque secret. Puis je suis descendu, j'ai quitté la maison, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé sans destination pendant 2 heures. J'ai pleuré. J'ai hurlé. J'ai frappé le volant jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Mais quelque chose grandissait en moi. Ce n'était pas seulement de la douleur. C'était plus sombre. C'était de la rage. C'était de la détermination. C'était la naissance d'un plan. Ce soir-là, je suis rentré à l'heure habituelle, à 7 heures. Laura était dans la cuisine, préparant le dîner, parfaitement calme, parfaitement normale. « Salut, mon amour », dit-elle en m'embrassant sur la joue. « Ta journée s'est bien passée ?» J'ai eu envie de vomir. J'ai eu envie de lui hurler tout ce que je savais. Mais je me suis contenu. « Normal, ai-je répondu. « Et la tienne ?»« Tranquille, » dit-elle avec un sourire. J'ai emmené Matteo au parc, puis on a déjeuné. Après, il a fait la sieste pendant que je faisais du yoga. Des mensonges. Rien que des mensonges. Les semaines suivantes, j'ai maintenu la comédie. J'étais le mari parfait en apparence, tandis que, dans l'ombre, j'enquêtais. J'ai engagé un détective privé, un ancien ami de l'université spécialisé dans les affaires d'infidélité. Je lui ai fait écouter l'enregistrement audio. C'est de l'or, m'a-t-il dit. Mais il nous faut plus. Des preuves visuelles, des documents, tout. Et c'est exactement ce que nous avons obtenu. Le détective, Ricardo, a installé des caméras discrètes à des endroits stratégiques de la maison, le salon, la chambre, le garage. Il a également placé un traceur GPS sur la voiture de Laura. Puis nous avons attendu. Nous n'avons pas attendu longtemps. Chaque mardi et chaque jeudi, comme une horloge, Laura déposait Matteo chez sa mère. Pour qu'il passe du temps avec sa grand-mère, disait-elle. Et ensuite, la Mercedes noire arrivait chez nous. L'homme s'appelait Roberto Mendoza. 52 ans. Propriétaire d'une chaîne de restaurants prospères. Marié. 3 enfants. Un pilier de la communauté, disait-il. Un porc, disais-je. Ricardo a fouillé toute sa vie. Sa femme, Carmen, était une femme élégante, issue d'une bonne famille, totalement ignorante des aventures de son mari. Leurs enfants, tous adultes, travaillaient dans l'entreprise familiale. Roberto avait tout, l'argent, le statut, une famille respectable. Et pourtant, il voulait plus. Il voulait ma femme. Les caméras ont tout capté. Pas seulement les rencontres, mais aussi les conversations. Leurs projets. Quand je divorcerai de ce loser, disait Laura, nous pourrons enfin être ensemble pour de vrai. Roberto riait. Chérie, je ne quitterai jamais ma femme. C'est juste pour le plaisir. Tu le sais. Et Laura, ma femme, la mère de mon fils, hochait la tête. Je sais, disait-elle. Mais peut-être qu'un jour, tu changeras d'avis. Mais la révélation la plus brutale est venue après. Dans l'un des enregistrements, Laura parlait de nos finances. Mon mari gagne bien sa vie, disait-elle. Et il est tellement stupide qu'il met tout à mon nom. La maison, les comptes d'épargne, les investissements. Il dit que c'est parce qu'il me fait confiance. Quand je divorcerai, je garderai tout. Lui, il n'a rien à son nom. Roberto la félicitait. Intelligente, disait-il. Très intelligente. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai regardé Laura autrement. Pas avec de la douleur. Mais avec quelque chose de plus froid. Presque de l'admiration. C'était une stratège.
Une menteuse talentueuse. Une actrice accomplie. Et moi, j'avais été son public parfait pendant des années. Mais maintenant, je connaissais le scénario en entier. Et c'était à mon tour d'en écrire la fin. Ce que j'ai découvert dans les jours qui ont suivi a fait de moi quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé devenir. Un espion dans ma propre maison. Un détective de ma propre vie. Mais croyez-moi, quand votre monde s'effondre, vous faites des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Ricardo m'a appris à tout examiner sans laisser la moindre trace. La clé, me répétait-il, c'est qu'elle ne se doute jamais de rien. Il nous faut du temps pour bâtir un dossier parfait. Et il avait raison. Car ce que je découvrais allait bien au-delà d'une simple aventure. J'ai commencé par son téléphone. Laura le laissait toujours en charge dans la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche le matin. J'avais 10 minutes, peut-être 15 si elle se lavait les cheveux. C'était suffisant. Je connaissais son mot de passe, la date de naissance de Matteo. Quelle ironie. J'ai ouvert ses messages et mon sang s'est glacé. Il n'y avait pas que Roberto. Il y avait d'autres noms. Andrés. Miguel. Fernando. Des conversations qui remontaient à des années. Des années entières. Pendant que je travaillais 12 heures par jour pour lui offrir une belle vie, elle organisait son emploi du temps comme une cadre dirigeante. Lundi avec Andrés. Mercredi avec Miguel. Vendredi avec Fernando. Et le week-end, avec moi. Le mari parfait qui ne savait rien. J'ai pris des captures d'écran de tout. Chaque conversation, chaque photo, chaque projet. Je les ai envoyés sur une adresse email secrète que j'avais créée. Puis j'ai effacé toute trace de mon intrusion. Quand Laura est sortie de la douche, j'étais tranquillement assis à lire le journal, un café à la main. « Bonjour, mon amour », m'a-t-elle dit avec ce sourire qui désormais me donnait la nausée. « Bonjour », ai-je répondu sans lever les yeux. Mais ce qui m'a réellement détruit, c'est ce que j'ai découvert au sujet de Matteo. Dans l'un de ses échanges avec Roberto, Laura avait écrit quelque chose qui m'a fait tout remettre en question. Parfois, je me demande si Matteo te ressemblera davantage en grandissant. Roberto répondait, il a tes yeux, c'est sûr. Mais mon nez, tu ne trouves pas? Mon monde s'est arrêté. Cette nuit-là, quand Matteo s'est endormi, je suis resté des heures à le regarder. Son petit visage angélique, sa respiration douce. Était-il vraiment mon fils? Avais-je élevé l'enfant d'un autre homme pendant 5 ans? La douleur était insupportable. Mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin d'être sûr. Le lendemain, j'ai appelé Ricardo. J'ai besoin d'un test ADN, lui ai-je dit. Discret, rapide, fiable. Il connaissait un laboratoire privé. Apporte quelque chose contenant l'ADN de l'enfant, m'a-t-il expliqué. Une brosse à dents, une mèche de cheveux, n'importe quoi. Ce soir-là, pendant que Matteo dormait, j'ai pris sa brosse à dents. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la laisser tomber. Les résultats arriveraient dans 3 jours. 3 jours qui furent les plus longs de ma vie. J'allais travailler, je rentrais à la maison, je dînais avec ma famille, et chaque nuit je mourais un peu plus à l'intérieur. Laura a remarqué mon silence. « Ça va ?» demandait-elle. « Tu as l'air ailleurs. »« Le travail ?» mentais-je. « Beaucoup de stress. » Et elle, inquiète ou faisant semblant de l'être, me préparait des tisanes et me massait les épaules. L'hypocrisie était sidérante. Pendant que j'attendais les résultats de l'ADN, Ricardo poursuivait son enquête. Il a installé un logiciel de traçage sur le téléphone de Laura légalement, puisque j'étais officiellement le titulaire du forfait familial. Je pouvais voir chaque message en temps réel, chaque appel, chaque déplacement. C'était comme avoir une place au premier rang pour assister à ma propre humiliation. Un jeudi après-midi, quelque chose a attiré mon attention. Laura m'avait dit qu'elle faisait du shopping. Mais le GPS indiquait qu'elle se trouvait dans un hôtel du centre-ville. Le même hôtel où Roberto possédait une suite permanente. J'ai décidé de prendre un risque. J'ai appelé mon patron, prétexté une maladie, et j'ai pris la route. Je me suis garé dans le parking de l'hôtel, j'ai mis une casquette et des lunettes de soleil, et je suis entré comme un client ordinaire.
Le concierge ne m'a même pas regardé. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage, là où je savais que se trouvait la suite de Roberto. Et j'ai attendu. Dans le couloir, faisant semblant de consulter mon téléphone, comme n'importe quel client. 2 heures plus tard, la porte s'est ouverte. Laura est sortie la première, se recoiffant, vérifiant son maquillage dans un petit miroir. Roberto est sorti derrière elle, ajustant sa cravate, souriant. Ils se sont embrassés dans le couloir, sans se soucier de qui pouvait les voir. À mardi, disait Laura. J'ai hâte, répondait Roberto. Je les ai suivis discrètement. Laura a pris l'ascenseur. Moi, j'ai descendu les escaliers. Je l'ai vu quitter l'hôtel, monter dans sa voiture, ma voiture, puisque c'est moi qui l'avais payée, et conduire jusqu'au centre commercial. Elle a acheté quelques affaires, des vêtements pour Matteo, de la nourriture. Exactement ce qu'il fallait pour appuyer son mensonge, je suis allé faire des courses. Elle était méticuleuse, je dois le reconnaître. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'étais déjà là, en train de regarder la télévision. « Salut mon amour », m'a-t-elle dit. « Regarde ce que j'ai acheté à Matteo. » Elle m'a montré une petite chemise avec des dinosaures. « Très jolie », ai-je dit. « Combien as-tu dépensé ?»« Pas grand-chose », a-t-elle répondu. C'était en promotion. Mensonge après mensonge. Le 3e jour, Ricardo m'a appelé. J'ai les résultats, a-t-il dit. Tu veux que je te les lise au téléphone ou que tu viennes les voir en personne? Mon cœur battait si fort que j'ai cru faire une crise cardiaque. Dis-les-moi maintenant, ai-je exigé. Il y a eu un silence. C'est ton fils, a-t-il finalement dit. 99,9% de probabilité. Matteo est ton fils biologique. Je ne sais pas si j'ai ressenti du soulagement ou encore plus de douleur. Du soulagement parce que Matteo était à moi, vraiment à moi. De la douleur parce que cela signifiait que Laura m'avait trahi pendant que nous élevions notre fils ensemble. Pendant que je travaillais pour tout leur offrir, elle était avec d'autres hommes. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça? Ce soir-là, après avoir couché Matteo, Laura s'est approchée de moi sur le canapé. « Tu veux aller te coucher ?» a-t-elle demandé de cette voix qui autrefois me faisait fondre. Avant, j'aurais accepté sans hésiter. Maintenant, je ne ressentais que du dégoût. Je suis fatigué, ai-je dit. J'ai mal à la tête. Elle a froncé les sourcils. Ces derniers temps, tu es toujours fatigué. Le travail, ai-je répété. La même excuse. Mais Laura n'était pas stupide. Elle a commencé à remarquer ma distance. À vérifier si je regardais son téléphone. À changer ses mots de passe. À devenir plus prudente. Il se passe quelque chose entre nous, m'a-t-elle demandé un soir. J'ai l'impression que tu t'éloignes. C'était le moment parfait pour la confronter, pour lui hurler tout ce que je savais. Mais je ne l'ai pas fait. Tu te fais des idées, ai-je menti. Je t'aime. Soulagée, elle m'a serré dans ses bras. Moi aussi, je t'aime, a-t-elle murmuré. Encore des mensonges. Ricardo m'a prévenu que Laura commençait à se douter de quelque chose. Il faut accélérer le plan, a-t-il dit. Quel plan, ai-je demandé. Car jusqu'à présent, je me contentais d'accumuler des preuves sans savoir exactement quoi en faire. Le plan pour sauver ton patrimoine, a-t-il répondu. Et pour t'assurer qu'elle ne t'enlève pas ton fils. Il avait raison. Laura avait tout mis à son nom. La maison. Les comptes bancaires. Les investissements. En cas de divorce, elle pouvait tout garder et probablement obtenir la garde de Matteo. Je devais agir intelligemment. Je devais me protéger. Je devais protéger mon fils. J'ai engagé une avocate, la meilleure avocate spécialisée en divorce de la ville. Elle s'appelait Patricia Ruiz, une femme de 60 ans réputée pour être impitoyable. Je lui ai tout montré, les vidéos, les audios, les messages, les photos. Ses yeux se sont illuminés. C'est un cas d'infidélité flagrante, a-t-elle déclaré. Mais le problème, c'est le patrimoine. Tout est à son nom. Je sais, ai-je répondu. Que puis-je faire?
Patricia m'a expliqué la stratégie. D'abord, nous devons prouver que c'est toi qui as apporté tout l'argent. Tes relevés bancaires, tes fiches de paie, tout. Ensuite, nous devons démontrer qu'elle a dissimulé des actifs avec l'intention de te frauder lors d'un futur divorce. Enfin, nous utiliserons les preuves d'infidélité pour argumenter qu'elle n'est pas apte à obtenir la garde exclusive de Matteo. Le plan était solide. Mais il demandait du temps. Combien de temps, ai-je demandé? 2 mois, a répondu Patricia. 2 mois pour tout préparer parfaitement. En attendant, ne change rien à ton comportement. Ne la laisse rien soupçonner. Sois le mari parfait. 2 mois de plus à jouer un rôle. 2 mois de plus à mentir. 2 mois de plus à dormir à côté de quelqu'un qui m'avait trahi. Mais si cela signifiait protéger Matteo et mon avenir, je le ferais. Durant ces semaines, je suis devenu le meilleur acteur du monde. J'apportais des fleurs à Laura, je l'emmenais dîner, j'organisais des sorties en famille. Elle était ravie. Je savais que ce n'était que le stress du travail, disait-elle. Tu es redevenu toi-même. Si seulement elle avait su que chaque geste tendre faisait partie d'un plan bien plus vaste, que chacun de mes sourires cachait des années de douleur et de trahison. Mais quelque chose a changé en moi pendant ce temps. La tristesse s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus calculé. Je n'étais plus l'ingénieur naïf qui faisait aveuglément confiance à sa femme. J'étais quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui avait compris que dans ce monde, soit tu es le chasseur, soit tu es la proie. Et j'avais décidé de ne plus jamais être la proie. Une nuit, tandis que Laura dormait à mes côtés, je l'ai regardée et je n'ai rien ressenti. Ni amour. Ni haine. Juste de l'indifférence. C'était une étrangère partageant mon lit. Une étrangère qui allait bientôt découvrir qu'elle avait gravement sous-estimé le mauvais homme. Les jours suivants furent un véritable chef-d'œuvre de tromperie. Mais cette fois, c'était moi le metteur en scène. Et Laura, sans le savoir, dansait exactement comme je le voulais. Patricia m'appela un matin très tôt. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important, » dit-elle de cette voix grave que je connaissais déjà. « Ouvre de nouveaux comptes bancaires. À ton nom uniquement. Et commence à transférer l'argent progressivement. » C'était risqué, mais nécessaire. Tous les 15 jours, lorsque je recevais mon salaire, je transférais discrètement 70% vers ces nouveaux comptes. Le reste restait sur le compte commun, juste assez pour ne pas éveiller les soupçons. Laura ne consultait jamais les relevés bancaires. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elle pensait tout contrôler. Elle pensait que j'étais trop naïf pour me protéger. Ce fut sa plus grande erreur. Mais mon avocate avait d'autres plans. Nous devons récupérer la maison, me dit-elle lors d'un de nos rendez-vous secrets dans son bureau. Elle est au nom de ton épouse, mais tu as payé chaque centime. Il faut le prouver. Je passais des semaines à rassembler chaque reçu, chaque virement, chaque document démontrant que j'avais financé intégralement l'achat de notre maison. C'était long, épuisant, mais indispensable. Puis Patricia me proposa le coup de maître. Nous allons la faire signer un document, dit-elle avec un sourire qui me glaça le sang. Un document par lequel elle renonce à certains droits en cas d'infidélité prouvée. Et comment veux-tu que je la fasse signer ça, demandai-je, incrédule. Laisse-moi faire, répondit-elle simplement. Une semaine plus tard, Patricia prépara un document déguisé en mise à jour de notre testament. Dis-lui que c'est pour protéger Matteo, m'expliqua-t-elle. Qu'en cas de malheur, tu veux t'assurer que votre fils soit protégé. Le document était technique, saturé de jargon juridique, le genre de texte capable d'endormir n'importe qui. Mais dissimulé entre des paragraphes ennuyeux se trouvait une clause précise, en cas de divorce pour infidélité avérée, la partie infidèle renonçait à toute revendication sur les biens acquis durant le mariage. Ce soir-là, j'apportai le document à la maison. Laura, dis-je pendant le dîner, nous devons mettre à jour notre testament. C'est pour Matteo. Elle releva les yeux de son assiette. Un testament? Pourquoi maintenant? Parce que s'il nous arrivait quelque chose, expliquai-je d'un ton grave, je veux être sûr que notre fils soit protégé. Un collègue a eu un accident le mois dernier, et sa famille s'est retrouvée dans un chaos juridique faute de documents en règle.
Laura hocha la tête, convaincue. Tu as raison. Que dois-je faire? Juste signer ici, et ici, répondis-je en lui montrant les emplacements soigneusement préparés par Patricia. Et ainsi, sans tout lire, sans poser la moindre question, Laura signa sa propre condamnation. Elle signa le document qui la laisserait sans rien lorsque la vérité éclaterait. Ce soir-là, en rangeant le document signé dans ma mallette, je ressentis une satisfaction glaciale. Le piège était prêt. Il ne manquait plus que le moment parfait pour l'activer. Mais l'univers me réservait encore des surprises. Cette semaine-là, Ricardo m'appela avec de nouvelles informations. « Tu dois voir ça », dit-il. Nous nous retrouvâmes dans un café loin de mon quartier. Il sortit son ordinateur portable. « Laura a un compte bancaire secret », expliqua-t-il. « À son nom. Tu n'étais pas au courant, n'est-ce pas ?» Je secouai la tête. « Il contient près de 100 000 $, poursuivit-il. 100 000 $. Un argent venu de quelque part. D'où ça vient, demandai-je. Ricardo me montra les mouvements, des dépôts réguliers, provenant de différentes sources. Certains de Roberto. D'autres des autres hommes. Elle te vendait, dit-il avec dégoût. Littéralement. Il la payait. Ce n'était pas seulement de l'infidélité. C'était de la prostitution déguisée. Je me sentis malade. Ma femme ne me trompait pas seulement. Elle se prostituait. Et elle avait bâti une petite fortune en le faisant. Il y a encore pire, continua Ricardo. Une partie de cet argent provient de la revente d'objets que tu avais achetés. Bijoux, électroniques, vêtements. Elle les revendait en ligne et gardait l'argent. C'était une opération complète. Une escroquerie conjugale parfaitement orchestrée. Comment ai-je pu ne rien voir, murmurai-je. Ricardo posa une main sur mon épaule. Parce que tu lui faisais confiance. Parce que tu travaillais trop pour avoir le temps de douter. Et parce qu'elle est extrêmement douée pour mentir. Il avait raison. Laura était une professionnelle. Une escroc de haut niveau. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai sur le canapé, à réfléchir, à planifier. Laura descendit vers 3 heures du matin. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle. Je n'arrivais pas à dormir, mentis-je. Le travail. Elle s'assit près de moi. Tu travailles trop ces derniers temps, dit-elle avec une fausse inquiétude. Tu devrais te détendre davantage. J'eus envie de rire. J'eus envie de hurler. Mais je me retins. Tu as raison, dis-je. Je prendrai bientôt des vacances. Et soudain, une idée me traversa l'esprit. Une idée brillante et tordue. En fait, ajoutai-je, je pensais qu'on pourrait faire un voyage en famille. Tous les trois. À la plage. Une semaine entière. Les yeux de Laura s'illuminèrent. Vraiment? Quand? Le mois prochain, répondis-je. J'en ai déjà parlé à mon patron. On a besoin de temps en famille. Elle me serra dans ses bras. Tu es le meilleur mari du monde, murmura-t-elle. Si seulement elle savait que ce voyage faisait partie de mon plan. Un plan pour l'éloigner, la détendre, lui faire baisser totalement sa garde. Car pendant qu'elle profiterait du soleil et de la plage, moi, je préparerais le coup final. Le lendemain, j'appelai Patricia. Je veux le faire pendant le voyage, lui dis-je. Pendant que nous serons absents, je veux que tu prépares tout pour déposer la demande de divorce dès notre retour. Elle resta silencieuse un instant. C'est risqué, dit-elle enfin. Mais ça peut marcher. Elle sera détendue, sans méfiance. Parfait. Je réservai un resort tout compris à Cancun. 5 étoiles, face à la mer, tout ce que Laura avait toujours rêvé. Quand je lui montrai la réservation, ses yeux brillèrent. Ça doit coûter une fortune, s'exclama-t-elle. Ça en vaut la peine, répondis-je. Ma famille le mérite. Et je le pensais sincèrement. Matteo et moi valions chaque centime. Laura, en revanche, allait bientôt découvrir sa véritable valeur. Les semaines précédant le voyage furent presque irréelles.
Laura était plus affectueuse que jamais. Elle annula certaines de ses sorties pour passer du temps avec moi. Elle planifiait ses tenues, achetait de la crème solaire, préparait tout. L'image parfaite de l'épouse enthousiaste. Une performance digne d'un Oscar. De mon côté, je finalisais chaque détail avec Patricia. Tous les documents étaient prêts. Chaque preuve classée. Chaque mouvement calculé. À votre retour, m'expliqua-t-elle, tu lui remettras les papiers. Le jour même. Sans aucun avertissement. Elle sera totalement prise au dépourvu. Ricardo, lui aussi, était occupé. Il avait engagé quelqu'un pour surveiller Roberto pendant notre absence. S'il tente de la contacter pendant le voyage, ce sera une preuve supplémentaire de la relation continue, expliqua-t-il. Tout était sous contrôle. Aucun angle mort. Une nuit, une semaine avant le départ, Laura fit l'amour avec moi. Pour moi, c'était mécanique, presque vide. Mais elle semblait sincèrement investie. Je t'aime tellement, murmura-t-elle après. Je restai silencieux, fixant le plafond. Et toi, tu m'aimes, demanda-t-elle d'une voix fragile. Oui, mentis-je. La vérité, c'est que je ne savais plus ce que je ressentais. Pas de l'amour. Pas de la haine. Seulement une détermination froide à obtenir justice. Le lendemain, Matteo me posa une question qui me brisa le cœur. Papa, pourquoi maman parle-t-elle autant au téléphone? Mon fils de 5 ans avait remarqué ce que j'avais ignoré pendant des années. Parce qu'elle a beaucoup d'amis, répondis-je. Et pourquoi elle pleure parfois après, ajouta-t-il. Je restai figé. Elle pleure? Matteo hocha la tête. Quand tu n'es pas là. Je l'entends parfois pleurer dans sa chambre. Ce soir-là, je confrontai Laura indirectement. Tout va bien, demandai-je. Tu sembles stressée ces temps-ci. Ça va, répondit-elle trop vite. Juste, des trucs de femme. Mais je connaissais la vérité. J'avais vu ses messages. Roberto lui avait dit que sa femme soupçonnait quelque chose. Qu'il devait être plus prudent. Laura avait peur de perdre son amant riche. Quelle ironie. Elle craignait de perdre Roberto, sans savoir qu'elle allait tout perdre, sa maison, son argent, peut-être même son fils. Tout ça pour une illusion avec des hommes qui ne faisaient que l'utiliser. La veille du départ, je déposai tous les documents importants dans le coffre-fort du bureau de Patricia. Des copies de tout, vidéos, photos, messages, relevés bancaires, et la confession signée déguisée en testament. Tout était sécurisé. Tout était prêt. Ce soir-là, pendant que je préparais la valise de Matteo, mon fils me serra dans ses bras. « Papa, on sera toujours ensemble ?» demanda-t-il. « Toujours, promis-je. Quoi qu'il arrive, toi et moi, on sera toujours ensemble. » C'était une promesse que je comptais tenir. Peu importe le prix. Laura entra dans la chambre. « Prêt pour demain ?» demanda-t-elle avec un sourire radieux. « Plus que prêt, répondis-je. Et je ne mentais pas. J'étais prêt. Prêt à mettre fin au mensonge. Prêt à commencer une nouvelle vie. Une vie sans trahison. L'avion décolla à 6 heures du matin. Matteo était excité, collé au hublot, regardant les nuages se rapprocher toujours plus. Laura tenait ma main, souriant comme une enfant lors de son tout premier voyage. Et moi, je ne pensais qu'au temps qu'il restait avant que tout n'explose. Le resort était spectaculaire. Chambre avec vue sur la mer, piscine privée, service en chambre 24 heures sur 24. Laura n'en revenait pas que j'ai dépensé autant d'argent. Ça doit coûter plus que ce qu'on gagne en un mois, dit-elle, émerveillée. Tu le mérites, mentis-je. La vérité, c'est que je voulais que ce dernier voyage soit inoubliable. Parce qu'une fois terminé, il n'y aurait plus de voyage en famille. Plus de mensonges. Seulement la vérité, brutale et implacable. Le premier jour fut presque normal. Plage, piscine, cocktail. Laura était magnifique dans son nouveau bikini, et plusieurs hommes la regardaient. Avant, cela m'aurait dérangé. Maintenant, je ne ressentais que de la pitié pour eux.
Ils ne savaient pas quel genre de femme ils admiraient. Ils ignoraient que derrière ce sourire parfait se cachait une menteuse professionnelle. Matteo construisait des châteaux de sable pendant que je faisais semblant de lire un livre. En réalité, je surveillais Laura. Chaque fois que son téléphone vibrait, elle se raidissait visiblement. Elle jetait un coup d'œil rapide à l'écran, tapait quelques mots, puis le rangeait. « Tout va bien ?» demandai-je. « Oui, c'est juste ma mère qui demande comment on va », répondait-elle. Encore un mensonge. Ce soir-là, après avoir couché Matteo, Laura et moi dînâmes au restaurant du resort. Bougies, musique douce, vue sur l'océan. Romantique. Parfait. Une mise en scène. C'est tellement beau, soupira Laura. On devrait faire ça plus souvent. Peut-être, répondis-je. Quand le travail se calmera. Elle prit ma main. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je la regardai droit dans les yeux, cherchant quelque chose de vrai. Je n'y vis que mon propre reflet. Je le sais, dis-je. Le troisième jour, quelque chose d'intéressant se produisit. Nous étions à la piscine lorsque le téléphone de Laura se mit à sonner avec insistance. Elle l'ignora une première fois. Puis une deuxième. À la troisième, elle s'excusa et partit aux toilettes. 10 minutes plus tard, elle revint, livide. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en feignant l'inquiétude. « Rien », répondit-elle trop vite. « Juste, une amie qui a des problèmes. » Je connaissais la vérité. Ricardo m'avait envoyé un message pendant qu'elle était absente. Roberto était paniqué. Sa femme avait découvert des messages suspects et l'interrogeait. Le paradis de Laura s'effondrait, et elle n'avait aucune idée de l'ampleur du désastre. Car pendant que Roberto faisait face à son épouse, moi, j'étais ici, en train de bâtir le dossier parfait contre Laura. Chaque instant de ce voyage, chaque sourire forcé, chaque mensonge, devenait une preuve supplémentaire de la fraude qu'était notre mariage. Ce soir-là, Laura but plus que d'habitude. 3 margaritas, puis 4. « Tu fais quelque chose ?» demandai-je. « Je profite simplement », répondit-elle, la voix légèrement pâteuse. Mais je la connaissais. Elle était stressée. Inquiète. Quand on boit trop, la vraie nature des gens finit toujours par émerger. Et Laura était sur le point de craquer. « As-tu déjà pensé à tout quitter ?» demanda-t-elle soudain. La question me prit au dépourvu. « Quitter quoi ?»« Tout », répéta-t-elle. « Le travail, la routine, la vie qu'on a. Tu n'as jamais eu envie de fuir ?» La question était lourde de sens. « Parfois, admis-je. »« Et toi ?» Elle fixa l'océan. « Tout le temps, » murmura-t-elle. À cet instant, je ressentis quelque chose d'inattendu. De la pitié. Ni amour, ni haine. Juste de la pitié. Laura était malheureuse. Elle m'avait trompé, avait accumulé de l'argent en secret, planifié sa fuite, et pourtant, elle restait profondément vide. Parce que le bonheur ne naît pas du mensonge ni de la trahison. Il naît de la paix intérieure. Et Laura n'avait aucune paix. Seulement des secrets qui la dévoraient de l'intérieur. « Pourquoi ne le fais-tu pas ?» demandai-je. « Pourquoi ne pars-tu pas ?» Elle me regarda, les larmes aux yeux. « Parce que j'ai des responsabilités. »« Matteo. Toi. » J'eus envie de rire. De lui crier qu'elle ne m'avait jamais eu. Mais à la place, je lui pris la main. « Tu auras toujours Matteo, » dis-je. « Il t'aime inconditionnellement. » C'était vrai. Mon fils aimait sa mère, malgré tout. Cela ne changerait jamais. Le 4e jour, je reçus un message de Patricia. « Tout est prêt pour votre retour. Les documents sont finalisés. Es-tu sûr de vouloir continuer ?» Je regardais Laura jouer avec Matteo dans le sable. À cet instant, il ressemblait à l'image parfaite d'une mère et de son enfant. Mais moi, je connaissais la vérité. Les secrets. Les mensonges. « Je suis sûr, » répondis-je. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour. C'était étrange, mécanique, vide. Laura croyait renouer avec son mari. Moi,
Je savais que c'était la dernière fois. Après, tandis qu'elle dormait, je restais éveillé, fixant le plafond. Dans une semaine, tout serait terminé. Dans une semaine, ma vie changerait à jamais. Étais-je prêt? Je n'avais pas le choix. Le 5e jour, pendant que Laura profitait d'un massage au spa, je consultais son téléphone une dernière fois. Elle avait supprimé la plupart des messages compromettants, mais avait oublié ses emails. Tout y était. Les messages de Roberto la suppliant de ne pas le quitter. Ceux d'autres hommes demandant quand ils se reverraient. Et un message qui me glaça le sang. Il venait d'un avocat. Laura l'avait consulté 3 mois plus tôt au sujet d'un divorce. Elle demandait comment tout obtenir en cas de séparation. L'avocat lui conseillait de documenter tout, abus émotionnels, de ma part. D'inventer des preuves. De monter un dossier. Ma femme ne se contentait pas de me tromper. Elle préparait ma destruction légale. Je pris des captures d'écran et les envoyai immédiatement à Patricia. Sa réponse fut rapide. Cela change tout. Nous avons maintenant la preuve d'une tentative de fraude. Elle pourrait faire face à des poursuites pénales. Des poursuites pénales. Laura pourrait aller en prison. Et une part de moi, la part sombre, nourrie durant ces derniers mois, le désirait. Quand Laura revint du spa, détendue et souriante, elle se comporta comme si de rien n'était. Le massage était incroyable, dit-elle. Tu devrais en faire un aussi. Peut-être demain, répondis-je. Elle s'approcha et m'embrassa. Merci pour ce voyage, murmura-t-elle. J'en avais besoin. Nous en avions besoin. J'acquiesçai en silence. Parce que chaque mot aurait été un mensonge de plus ajouté à l'édifice de mensonges qu'était devenu notre vie. Le matin arriva beaucoup trop vite. Ou peut-être beaucoup trop lentement. Je n'en suis pas sûr. Je sais seulement qu'à 6 heures du matin, j'étais déjà réveillé, fixant le plafond, comptant les minutes. 3 heures. Dans 3 heures, ma vie changerait à jamais. Laura dormait encore, paisiblement, sans la moindre idée de la tempête qui s'apprêtait à éclater. Je l'observais une dernière fois en tant que ma femme. Demain, elle ne serait plus que Laura. La femme qui m'a trahi. La femme qui a tenté de tout me voler. L'étrangère qui a partagé mon lit pendant 12 ans. Je me levai en silence, préparai du café, consultai mon téléphone. Patricia avait envoyé un message à 5 heures du matin. Prête. J'arriverai à 9 heures pile. On confirme? Mes doigts tremblaient en tapant la réponse. Confirmé. Envoyé. Il n'y avait plus de retour possible. Matteo descendit à 7 heures, se frottant les yeux. Bonjour, papa. Je le serrai dans mes bras plus fort que d'habitude. Bonjour, champion. Tu veux des pancakes? Ses yeux s'illuminèrent. Oui. Pendant que je cuisinais, je pensais à l'impact que tout cela aurait sur mon fils. Il aimait sa mère. Et je ne lui dirais jamais toute la vérité. Il ne saurait jamais vraiment qui elle était. C'était un cadeau que je lui ferais. Le cadeau de se souvenir de sa mère comme de quelqu'un qu'il aimait, même si elle mentait à tout le monde. Laura descendit à 8 heures, en bâillant. Ça sent délicieux, dit-elle en s'approchant pour m'embrasser sur la joue. Je me reculai instinctivement. Elle le remarqua. Ça va? Demanda-t-elle. Parfaitement, mentis-je. Juste encore fatigué du voyage. Elle accepta l'explication et se servit du café. À 8h30, la sonnette retentit. Laura regarda vers la porte, confuse. Tu attends quelqu'un? Un collègue du travail, improvisai-je rapidement. J'ai besoin de revoir quelques documents avant d'aller au bureau demain. Elle ne sembla pas soupçonner quoi que ce soit. Je vais prendre une douche alors. Amène-le dans ton bureau pour ne pas déranger Matteo. Parfait. Tout se déroulait mieux que prévu. J'attendis d'entendre l'eau de la douche avant d'ouvrir la porte. Patricia était là, tenue professionnelle, mallette à la main. Derrière elle, un notaire et un officier judiciaire. Bonjour, salua-t-elle formellement. Elle est prête? J'acquiesçai. Elle est sous la douche.
Il lui reste environ 10 minutes. Ils entrèrent en silence. L'officier resta dans le salon, le notaire s'assit dans la salle à manger, et Patricia me suivit dans la cuisine. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle à voix basse. « Comme si j'allais sauter d'un avion sans parachute, avouai-je. » Elle esquissa un léger sourire. « Fais-moi confiance. Tu as un parachute. Un très bon. C'est elle qui va tomber. » J'emmenai Matteo dans le jardin. « Reste ici à jouer, champion. Papa a une réunion importante. » Il acquiesça, heureux de jouer dehors avec ses jouets. Je ne voulais pas qu'il entende ce qui allait se passer. Je ne voulais pas que ce souvenir le hante. À 9 heures précises, Laura descendit. Cheveux mouillés, tenue décontractée, sans maquillage. Elle paraissait jeune, presque innocente. C'était faux, bien sûr. Mais l'illusion était parfaite. « Tes collègues sont toujours là ?» demanda-t-elle. « Oui. En fait, j'ai besoin que tu viennes au salon. Il y a quelque chose que tu dois voir. » Son expression changea légèrement. Soupçon. Peur. Mais elle les masqua rapidement. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Viens, insistai-je. Elle entra dans le salon et s'arrêta net en voyant l'officier judiciaire. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, la voix soudain plus aiguë. Patricia s'avança. « Madame Laura Méné de Torres, je suis Patricia Ruiz, l'avocate de votre mari. Je suis ici pour vous remettre officiellement ces documents. » Elle lui tendit une grande enveloppe. Laura ne la prit pas. « Quel document ?» demanda-t-elle en me regardant. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ce sont les papiers du divorce, dis-je simplement. Le mot tomba comme une bombe dans la pièce. Laura resta figée. « Quoi ? » murmura-t-elle. « Un divorce ? De quoi parles-tu ? » Patricia posa l'enveloppe sur la table basse. « Vous devez signer cet accusé de réception confirmant que vous avez été formellement notifié. » Laura m'ignora, prit l'enveloppe de main tremblante et l'ouvrit. Elle commença à lire. Je vis son visage passer de la confusion au choc, puis à une horreur totale. « Ça dit que j'ai été infidèle, balbutia-t-elle. Que j'ai dissimulé des actifs. Que j'ai tenté une fraude. C'est quoi ça ? Une sorte de plaisanterie malsaine ? Ce n'est pas une plaisanterie, répondis-je d'une voix glaciale. Je sais tout, Laura. À propos de Roberto, de Miguel, d'Andrés, de Fernando. Je connais ton compte bancaire secret. Je connais ton plan pour tout garder. Je sais tout. » Chaque mot était un coup de poignard. Je vis la compréhension la frapper par vagues. « Tu m'as espionné ?» demanda-t-elle, incrédule. « J'ai documenté ton infidélité, corrigeai-je. »« Oui. Pendant des mois. J'ai des vidéos, des photos, des messages, des relevés bancaires. Tout. » Elle s'effondra sur le canapé, l'enveloppe glissant de ses doigts. « Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. » Patricia intervint avec professionnalisme. « C'est tout à fait réel, Madame Torres. Votre mari a demandé le divorce pour infidélité et fraude. De plus, il a demandé la garde exclusive de votre fils mineur Matteo, estimant que vous représentez un risque moral pour son bien-être. » Ces mots la réveillèrent brutalement. « Matteo !» cria-t-elle en se levant. « Tu ne peux pas m'enlever mon fils. »« Je peux, répondis-je. Et je le ferai. Je ne te fais pas confiance pour être une bonne influence pour lui. » Elle tenta de s'approcher de moi, mais l'officier s'interposa discrètement. « Vous devez vous calmer, madame. » Laura se mit à pleurer. Pas des larmes discrètes, mais des sanglots profonds qui secouaient tout son corps. « S'il te plaît, » supplia-t-elle. « On peut en parler. Je peux expliquer. Je peux changer. S'il te plaît, ne m'enlève pas mon fils. » Voir sa douleur aurait dû me briser. Avant, ça m'aurait détruit. Maintenant, je ne ressentais qu'une satisfaction glaciale. « Tu as eu des mois pour expliquer, » dis-je. « Des années pour changer. Tu as choisi de ne pas le faire. Tu as choisi de me tromper, de me voler, de planifier ma destruction.
Maintenant, tu vis avec les conséquences. Patricia ajouta. Vous avez 72 heures pour quitter cette propriété. La maison est au nom de votre mari, conformément aux documents que nous avons présentés au tribunal. Quoi? Laura leva les yeux, perdue. Mais la maison est à mon nom. Tu as tout mis à mon nom. Je souris. Pas un sourire heureux, mais quelque chose de plus sombre. Tu te souviens du document que tu as signé il y a 2 mois? Le testament, pour protéger Matteo? Je vis la réalisation la frapper de plein fouet. Non, murmura-t-elle. Ce document contenait une clause, expliquai-je. En cas de divorce pour infidélité avérée, tu renonçais à toute revendication sur les biens acquis pendant le mariage. Tu l'as signé. Il est notarié. Il est légal. Elle porta les mains à son visage. Tu m'as trompé, sanglota-t-elle. Tu m'as fait signer ça sous de faux prétextes. Moi, je t'ai trompé? Répétai-je, incrédule. Toi, tu m'accuses de tromperie? Après tout ce que tu as fait, c'est toi la victime? Ma voix monta malgré moi. Patricia posa une main sur mon bras. Calme-toi, murmura-t-elle. Elle avait raison. Je ne pouvais pas perdre le contrôle maintenant. Elle notaire s'avança. J'ai besoin que vous signiez ces documents confirmant que vous avez bien reçu la notification de divorce. Laura le fixa avec haine. Je ne signerai rien. L'agent intervint alors, d'un ton ferme. Ce n'est pas optionnel, madame. Si vous refusez, la notification sera tout de même considérée comme remise. Vous confirmez simplement l'avoir reçue, pas l'accepter. Les mains tremblantes, Laura signa. Chaque trait de plume semblait lui infliger une douleur physique. Lorsqu'elle eut terminé, le notaire rassembla les documents. Merci, madame. Vous recevrez des copies par courrier recommandé. Patricia rangea le tout dans sa mallette. Monsieur Torres, avez-vous besoin d'autre chose pour le moment? Je secouai la tête. Alors que tout le monde se préparait à partir, Laura m'attrapa le bras. S'il te plaît, murmura-t-elle en suppliant. Laisse-moi voir Matteo. Laisse-moi lui expliquer. Je la regardai dans les yeux, ces yeux verts que j'avais autrefois aimés. Il n'y a rien à expliquer. Matteo restera avec moi aujourd'hui. Demain, mon avocate te contactera au sujet d'un droit de visite surveillé. Surveillé, cria-t-elle. Je suis sa mère. Tu es une femme qui a prostitué son mariage pour de l'argent, répondis-je brutalement. Quelqu'un qui a planifié la destruction légale de son mari. Je ne te fais pas confiance près de mon fils sans supervision. Du moins, pas avant que le tribunal ne statue. Patricia et les autres sortirent. Je restai seul avec Laura dans le salon. Elle pleurait de façon incontrôlable, assise sur le canapé que nous avions acheté ensemble 5 ans plus tôt. Comment as-tu pu, demanda-t-elle entre deux sanglots. Comment as-tu pu tout planifier avec autant de froideur? Je m'assis en face d'elle, en gardant mes distances. Tu veux savoir quand j'ai commencé à planifier tout ça, demandai-je. Le jour où je t'ai vu dans notre lit avec Roberto. Le jour où j'ai enregistré vos conversations. Le jour où je t'ai entendu me traiter d'idiot. Ce jour-là, quelque chose est mort en moi. Et quelque chose d'autre est né. Quelque chose qui ne serait plus jamais une victime. Laura releva la tête. J'aimais Roberto, avoua-t-elle soudainement. La confession me surprit. Non pas qu'elle l'aimât, mais qu'elle ose l'admettre. Je l'aimais vraiment. Ce n'était pas seulement du sexe. C'était tout ce que tu n'étais pas excitant, dangereux, passionné. Chaque mot était un couteau, mais étrangement, il ne faisait plus mal. J'étais déjà au-delà de la douleur. Alors pourquoi ne pas être parti avec lui, demandai-je, sincèrement curieux. Elle eut un rire amer. Parce que Roberto n'aurait jamais quitté sa femme. Il ne m'aurait jamais donné la vie que je voulais. Toi, tu m'offrais la sécurité. Une belle maison, de l'argent, une respectabilité. Roberto me donnait la passion. J'ai cru que je pouvais avoir les deux. Mais tu ne peux pas, dis-je simplement. On ne peut pas tout avoir. Et maintenant, tu n'as plus rien.
Elle essuya ses larmes. Et Matteo? Qu'est-ce que tu vas lui dire? La question me fit mal, parce que c'était la seule chose qui me tourmentait encore. Je lui dirai la vérité, adaptée à son âge. Que maman et papa ne peuvent plus vivre ensemble. Que nous l'aimons tous les deux. Et que ce n'est pas sa faute. Tu vas lui dire pour, commença-t-elle. Non, l'interrompis-je. Il ne connaîtra jamais les détails. Quand il sera adulte, s'il pose des questions, je déciderai alors. Mais pour l'instant, c'est un enfant. Et il mérite de croire que nous sommes tous les deux de bonnes personnes. Laura acquiesça, reconnaissante pour ce mince geste de miséricorde. Elle se leva lentement. J'ai besoin d'emballer quelques affaires. Patricia a laissé des cartons dans le garage, répondis-je. Tu as 72 heures. Après ça, je changerai les serrures. Elle se dirigea vers l'escalier, puis s'arrêta. Est-ce que tu m'as déjà aimé? Demanda-t-elle sans se retourner. Oui, avouai-je. De tout mon cœur. Pendant de nombreuses années. Jusqu'au jour où tout s'est brisé. Je suis désolé, dit-elle à voix basse. Je sais que ça ne signifie plus rien maintenant, mais je suis désolé. Je ne répondis pas. Parce qu'elle avait raison. Ça ne signifiait rien. Les excuses ne rendent pas le temps. Elles n'effacent pas les trahisons. Elles ne reconstruisent pas la confiance. Ce ne sont que des mots vides, suspendus dans l'air. Je passai l'heure suivante dans le jardin avec Matteo, en essayant d'agir normalement. Où est maman? Demanda-t-il finalement. Elle prépare quelques affaires, répondis-je. Elle va où? C'était le moment. Matteo, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Il s'assit, le visage soudain sérieux. Maman et papa vont vivre dans des maisons différentes pendant un moment. Ses yeux se remplirent aussitôt de larmes. Pourquoi? Parce que parfois, les adultes ont besoin d'espace, expliquai-je maladroitement. Mais nous t'aimons énormément. Ça ne changera jamais. C'est de ma faute? Demanda-t-il d'une petite voix. Je le serrai fort dans mes bras. Non. Jamais. Rien de tout ça n'est de ta faute. Tu es parfait. Laura sortit 2 heures plus tard avec 3 valises. Elle s'agenouilla devant Matteo. Maman t'aime très fort, dit-elle en pleurant. Je vais te voir très bientôt, d'accord? Matteo l'enlaça, confus et effrayé. Les voir ainsi faillit me faire tout reconsidérer. Presque. Mais je me rappelais tous les mensonges, toutes les trahisons, et je restais ferme. Quand Laura partit, je refermai la porte et restai immobile à la regarder. 12 années s'étaient achevées en une matinée. 12 ans de mariage, de souvenirs partagés, de rêves communs. Tout réduit à des documents juridiques et à des valises bouclées. C'était irréel. C'était douloureux. Mais c'était nécessaire. Les jours suivants furent les plus étranges de toute ma vie. La maison semblait vide, même si Matteo et moi y vivions toujours. C'était comme si Laura avait emporté avec elle quelque chose d'intangible, quelque chose qui donnait à cet endroit l'âme d'un foyer. Désormais, ce n'était plus qu'une structure faite de murs et d'un toit. Matteo demandait sans cesse après sa mère. Quand est-ce que maman revient? Est-ce que je peux appeler maman? Est-ce que maman me manque? Chaque question était un coup de poignard. Car la vérité, c'est que Laura lui manquait réellement. Elle appelait 20 fois par jour. Elle envoyait des messages. Elle suppliait pour le voir. Et moi, suivant les conseils de Patricia, je documentais tout en maintenant un contact strictement minimal. Les visites supervisées commenceront la semaine prochaine, lui ai-je écrit par message. Un professionnel sera présent. 1 heure, 2 fois par semaine. Sa réponse fut immédiate. Seulement 2 heures par semaine? C'est mon fils. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais si, j'en avais le droit. Et je le faisais. Patricia m'appela le 5e jour après le dépôt des documents. Nous avons une audience préliminaire dans 2 semaines, m'annonça-t-elle. Le juge examinera les preuves et déterminera les conditions temporaires du divorce. À quoi dois-je m'attendre? Demandai-je. À ce qu'elle engage un très bon avocat et qu'elle se batte.
Mais avec les preuves que nous avons, je suis très confiante. Et Laura engagea effectivement un avocat. Il s'appelait Ernesto Salinas, réputé pour défendre des causes perdues et facturer des fortunes. J'imaginais qu'elle avait utilisé une partie de l'argent de son compte secret pour le payer. 2 jours après la notification officielle, je reçus une contre-plainte. Laura m'accusait de violence émotionnelle, de contrôle financier et d'aliénation parentale. Je lus le document avec un mélange de colère et d'admiration. Elle avait bien appris. Elle utilisait exactement la stratégie qu'elle avait évoquée avec son premier avocat des mois auparavant, créer un récit dans lequel elle était la victime, et moi le monstre contrôlant. C'était brillant. Et totalement faux. Patricia éclata de rire quand je lui montrai la plainte. C'est du désespoir, dit-elle. Elle sait que son dossier est faible, alors elle lance des accusations au hasard en espérant que quelque chose colle. Et ça peut marcher, demandai-je, inquiet. Pas quand nous montrerons les vidéos d'elle avec 4 hommes différents. Pas quand nous révélerons son compte bancaire secret. Pas quand nous produirons les messages où elle planifie de te frauder. Mais Laura ne se rendait pas facilement. Elle lança une véritable campagne sur les réseaux sociaux. Des photos d'elle en larmes. Des publications sur les mères injustement séparées de leurs enfants. Elle ne me mentionnait jamais directement, mais l'allusion était évidente. Plusieurs de nos amis communs commencèrent à me contacter, perdus. Qu'est-ce qui se passe vraiment, demandait-il. Et c'est là que je me retrouvais face à un dilemme. Je pouvais dire toute la vérité, montrer les preuves, détruire complètement la réputation de Laura. Ou je pouvais choisir la voie de la dignité, garder le silence et laisser la justice parler d'elle-même. Patricia me conseilla la seconde option. Ne nourris pas le drame. Laisse-la passer pour l'hystérique. Toi, reste calme, professionnel, concentré sur Matteo. Je suivis son conseil, mais ce fut difficile. Surtout lorsque la mère de Laura m'appela. « Comment peux-tu faire ça à ma fille ?» cria-t-elle au téléphone. « C'est une bonne mère. Quoi qu'il se soit passé entre vous, Matteo a besoin de sa mère. » J'eus envie de lui hurler que sa « bonne fille » s'était prostituée pendant des années. Qu'elle avait planifié de me dépouiller de tout. Mais je me contentais de dire. Le tribunal décidera de ce qui est le mieux pour Matteo. La première visite supervisée fut dévastatrice. Elle eut lieu dans un centre spécialisé, en présence d'une travailleuse sociale. Laura arriva en avance, parfaitement apprêtée, maquillage impeccable. Quand Matteo entra, il courut vers elle. « Maman !» Les voir s'enlacer me brisa le cœur. Car malgré tout, elle était sa mère. Et il l'aimait. Je restai dans la salle d'attente, contraint de rester à proximité sans intervenir. À travers la vitre d'observation, je les voyais jouer. Laura avait apporté les jouets préférés de Matteo. Elle lui lisait ses livres favoris. C'était l'image parfaite d'une mère aimante. Et sur ce point, elle ne jouait pas un rôle. Elle aimait sincèrement notre fils. Quand l'heure se termina, Matteo ne voulait pas partir. « Je veux rester avec maman », pleurait-il. « S'il te plaît, papa. » La travailleuse sociale intervint avec douceur. « Tu reverras maman dans 3 jours, champion. » Laura me lança un regard chargé de haine tandis que j'emmenais Matteo, sanglotant, hors du bâtiment. « Ça te hantera, murmura-t-elle. Ce que tu lui fais. Peut-être avait-elle raison. Peut-être qu'un jour, Matteo me reprocherait de l'avoir séparé de sa mère. Peut-être qu'il ne comprendrait pas que j'essayais de le protéger. Ou peut-être que si. Seul le temps le dirait. Mais pour l'instant, je devais croire que je faisais ce qui était juste. Une semaine avant l'audience, je reçus un appel inattendu. C'était Roberto Mendoza. « Il faut qu'on parle », dit-il. Ma première réaction fut de raccrocher. Mais la curiosité l'emporta. À propos de quoi? De Laura. De toute cette situation. En personne. J'acceptai de le rencontrer dans un café public. J'emmenai Ricardo avec moi, dissimulé à une autre table, enregistrant tout. Roberto arriva à l'heure. Il avait l'air épuisé, plus vieux que dans les vidéos que j'avais vues. « Merci d'être venu », commença-t-il.
Je ne répondis pas. Je le fixai simplement. Il soupira. Je sais que tu me détestes. Tu en as parfaitement le droit. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait est impardonnable. Alors pourquoi suis-je ici, demandai-je froidement. Parce que ma femme m'a quitté, admit-il. Elle a tout découvert. Les messages, les reçus d'hôtel, tout. Elle est en train de tout me prendre dans le divorce. Mes enfants ne me parlent plus. J'ai tout perdu. Je ne ressentis aucune satisfaction. Seulement de l'indifférence. Et alors? Laura m'a contacté, poursuivit-il. Elle m'a demandé de témoigner en sa faveur. De dire que tu savais pour notre relation. Que tu l'avais accepté. Que votre mariage était ouvert. Cela me surprit. Et tu vas le faire? Il secoua la tête. Non. Parce que ce serait un mensonge. Et parce que j'ai déjà fait assez de dégâts. Il sortit une enveloppe. C'est une déclaration sous serment. J'y confesse la relation, je confirme que tu n'étais pas au courant, et je reconnais que c'est moi qui ai approché Laura en premier. Utilise-la comme tu veux. Je pris l'enveloppe, incrédule. Pourquoi ferais-tu ça? Il haussa les épaules. Parce que peut-être que si je fais une seule chose juste au milieu de ce désastre, je pourrais dormir la nuit. Et parce que c'est ce que je mérite. Les conséquences. Comme Laura. Il se leva pour partir. Prends soin de ton fils, dit-il finalement. C'est la seule chose qui compte. Quand il s'en alla, j'ouvris l'enveloppe. La déclaration était détaillée, dévastatrice pour le dossier de Laura. Patricia faillit sauter de joie quand je la lui montrai. C'est de l'or, s'exclama-t-elle. Avec ça, elle n'a absolument aucune défense. Mais quelque chose en moi se sentait vide. Gagner commençait aussi à ressembler à une perte. Ce soir-là, pendant que Matteo dormait, je m'assis sur le porche avec une bière, repensant à la façon dont j'en étais arrivé là. Il y a 6 mois, j'étais un homme marié et heureux. Ou du moins, je le croyais. Aujourd'hui, j'étais un homme en instance de divorce, me battant pour la garde de mon fils, détruisant la femme que j'avais autrefois aimée. Est-ce que ça en valait la peine? Ou aurais-je dû pardonner, tenter une thérapie, sauver le mariage? Non. Parce que Laura n'avait pas commis une erreur. Elle avait mené une double vie pendant des années. Elle avait planifié ma destruction. Elle avait prostitué notre mariage. Ce n'était pas pardonnable. C'était une trahison fondamentale. Et même si cela faisait mal, même si cela brisait notre famille, c'était nécessaire. Le jour de l'audience se leva sous un ciel gris et pluvieux. Je laissai Matteo chez ma sœur, venue d'une autre ville pour me soutenir. Tout ira bien, m'assura-t-elle. La vérité finit toujours par gagner. Je voulais y croire. Vraiment. La salle d'audience était bondée. Laura est arrivée avec Ernesto, son avocat, vêtu de manière sobre, sans maquillage excessif, projetant une image de vulnérabilité. Calculée. Intelligente. Moi, je suis arrivé avec Patricia, costume sombre, expression grave mais maîtrisée. 2 personnes qui s'étaient autrefois aimées, désormais assises sur des bancs opposés dans un tribunal. La juge était une femme d'une 60aine d'années, la juge Martinez, réputée pour son sens de la justice, mais aussi pour sa fermeté. Elle ouvrit l'audience en expliquant son objet. Aujourd'hui, nous allons déterminer les conditions temporaires pendant que la procédure de divorce suit son cours. Cela inclut la garde provisoire, l'usage des biens et, si nécessaire, des ordonnances de protection. Ernesto prit la parole en premier. Son plaidoyer était prévisible. Laura était une mère dévouée, injustement séparée de son fils. Moi, j'étais présenté comme un homme contrôlant, émotionnellement abusif, utilisant l'argent comme une arme. Il produisit des messages soigneusement sélectionnés où je paraissais froid et distant. Puis les déclarations d'une amie de Laura que je n'avais jamais rencontrée affirmant que j'étais dominant. Puis ce fut le tour de Patricia. Et elle fut implacable. Elle présenta les vidéos. Pas toutes, cela aurait été indécent, mais suffisamment. Laura dans notre lit avec Roberto.
Laura discutant de ses projets avec Miguel. Les enregistrements audio où elle m'insultait, me traitant d'idiot. Les relevés bancaires de son compte secret. Les courriels échangés avec son premier avocat, où il planifiait la fraude. Je vis le visage de Laura se vider de toutes couleurs à chaque nouvelle preuve. Je vis Ernesto s'enfoncer dans son siège, conscient que son dossier s'effondrait. Et je vis la juge Martinez prendre des notes, son expression devenant de plus en plus sévère. Patricia produisit ensuite la déclaration écrite de Roberto. Ernesto protesta aussitôt. C'est de la coercition. Monsieur Mendoza a été contraint. Mais Patricia avait la vidéo de notre rencontre. Elle montrait clairement que Roberto avait livré son témoignage de son plein gré. Ernesto n'avait plus aucun argument. Puis Patricia révéla quelque chose dont j'ignorais même l'existence. Des messages entre Laura et son amie, celle-là même qui avait témoigné en sa faveur. Des échanges où elle coordonnait leurs faux témoignages. Où l'ami admettait ne m'avoir jamais rencontré, mais acceptait de mentir contre de l'argent. La juge Martinez suspendit immédiatement l'audience. « Avez-vous coordonné un faux témoignage ?» demanda-t-elle directement à Ernesto. Il balbutia, « Je n'étais pas au courant. » Mais votre cliente, elle, l'était, coupa la juge. Elle fixa Laura avec un profond mépris. « Madame Torres, c'est extrêmement grave. Le parjure est un crime. » Laura se mit à pleurer. Cette fois, de vraies larmes. Des larmes de peur authentique. La juge ordonna une suspension de 15 minutes. À son retour, sa décision fut sans équivoque. J'ai examiné l'ensemble des preuves présentées. Elles sont accablantes et profondément troublantes. En conséquence, les mesures temporaires seront les suivantes: garde complète provisoire accordée à Monsieur Torres. Visite supervisée pour Madame Torres, 2 fois par semaine. Le domicile familial reste à l'usage exclusif de Monsieur Torres et de l'enfant. Madame Torres n'est pas autorisée à s'approcher de la propriété en dehors des visites programmées. Laura sanglotait ouvertement. S'il vous plaît, suppliait-elle. S'il vous plaît, ne m'enlevez pas mon fils. La juge la regarda avec ce qui aurait pu être de la compassion. Vous avez provoqué cette situation, Madame Torres. Vos décisions ont entraîné ces conséquences. Si vous souhaitez retrouver du temps avec votre fils, je vous conseille de coopérer pleinement avec cette procédure et de prouver que vous pouvez être une influence positive dans sa vie. Je quittai le tribunal en me sentant vide. J'avais gagné. J'avais obtenu exactement ce que je voulais. Mais je n'éprouvais aucune victoire. Seulement de l'épuisement. Patricia me tapa doucement sur l'épaule. Tu t'en es bien sorti, dit-elle. Maintenant, tu peux commencer à reconstruire ta vie. Mais quelle vie? Une vie sans Laura? Une vie à élever Matteo seul? Une vie rythmée par des visites surveillées et des batailles juridiques interminables? Ce soir-là, après avoir couché Matteo, je me suis assis dans le salon plongé dans l'obscurité. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas pour Laura. Pas pour le mariage perdu. Mais pour l'innocence disparue. Pour l'homme que j'étais avant tout cela. L'homme qui faisait confiance. L'homme qui aimait sans retenue. Cet homme était mort le jour où j'ai découvert la vérité. Et il ne reviendrait jamais. Oh, no. Change it to what? This is your champion. I'll make sure we win. Accentus Baby Factory? Okay, What? that's a threat. That's threatening. How is that threatening? Hello? You know, like, Okay. Alright. How is that? Okay. Alright. Okay. On the same page as you, Ovi? I put my brace back on, so if I sound like I'm out of breath, that's why. Where the fuck are we landing? The I hell? don't know. We gave from Jump Master, so now we gotta like. Where did you land? What the fuck? there any loot There's there? a team on top of me.
Whoa, 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 pause. What do you mean by that? You're good though, right? Yeah. Oh. I'll be walking to low. I'll be walking You low see to me? dodge any tomahawks. They see me. They see me. Where are you? Why are you not in the POI? Why are they all on me? Where is Exentis? Coming from the depths of hell to fucking. Alright. Why did you go to the depths of fucking hell? You can just run towards What are you us. talking about? You guys didn't ping anything. How am I supposed to know where you're going? I just got triple swung by the Avengers. That was fun. Barrel stabilizer here. Level 1. I need to change my name. Fuck. We got the same fucking guy. Dual Q of misery and pain. Damn, it's that bad. I'll leave. No, why would you leave? I swear to God, there's like 5 people solo queuing right now. I asked Nyx, but he said give me a second to gather my thoughts. I don't know what that means. On us? On me? I gave Zoya a whole can of chunky chicken breast, and she just will go take a nap, wake up, and then eat more of it, and then go take a nap. Okay. She's like sleeping beside. Alright. That little freaking cutie's just sleeping all the time. Master your emotions. If you are unlucky enough to have And Joe got a freaking burger from my aunt. nothing limits me. You're gonna what with a burger? Joe got a burger. Oh. A burger? She's a Yeah. dog! So, Introducing she's an your old lady. So she could just eat burgers? Confirmed. Yes. I don't think that's how it works. That is how it works. No, you can't just give anything to a dog. I'm oobing. I am If she was in the oobing. wild, I think she'd be eating plenty of cows, brother. No, she would not. Yes, she would. JC. Okay, I literally said I'm oobing, by the way. Has nothing to do with me. Alright. I'm dead. I mean, okay. That's not my fault. My fucking god. Fuck. Because I have this stupid name. I'm taking it off. I swear to god, if it's a stupid name, I'm not writing up until you change it. What? Mm-hmm. So think about your No, choices. we gotta play. We No, gotta play. Come No, on. no. I gotta see it first.
Boot up your game. I am. I keep forgetting to put no vid in, so this stupid thing is playing. Uh-huh. Alright. I am not playing with that name. Change it. Why? You didn't like the first one. I'll fucking change it right now. No, come Change on, it. let's play. I'm not playing. Let's play. I'm not playing. Ready up. No. Change Come it. on. Change it. Change it. Ready up. Ready up. Change No, it. Come back. I'm not coming back. Why did you close your freaking Ready up. No, change your. I'm not opening my game again. Come on. Go fucking change your name. No. No. Third Let's time is not the play. charm. Go change your Let's play. name. No. Come on. No, Come on. It's just a name. no. It's just a play. name. Okay, yeah, for sure. Go change your name. Opie, come on. Let's play. No, Yes. I don't want to fucking play. No. Stop being stubborn. You want me to change the name to be the same or what? Whoa! Where'd you go? Babe? Your death will come with speed and precision. That is the skill of a pilot. Babe? What? What are you changing it to? Nothing. What are you changing it to? Babe? Hmm? What are you changing it to? I changed it. To what? Send me a freaking invite. Where? I don't see your name. I don't see your name. Yes, you do. Okay, what the fuck? Can we just go back to the first one? No, you didn't like I it. liked it. It was amazing. What's good, Prime? I need an AW9. What the fuck is that? He's making fun of my accent. Huh? What does that mean? He's making fun of my accent. How? Can you ban him? He's bullying. What is it? What is an AW9 though, babe? An R9. Oh. What the fuck? Why is he spelling it like that? Because he's bullying me. Ban him. All right, Forrest. Couple decision.